Bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du lundi, Vision, où il sera question ce soir de l'interview accordée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, au journal français L'Opinion. Nous reviendrons donc lors de cette émission sur les moments forts de cette interview en décryptant les déclarations du chef de l'État sur des sujets clés tels que les relations algéro-françaises, les défis économiques et les enjeux géostratégiques dans un contexte régional et mondial en pleine mutation. Nous allons donc décrypter tous ces points avec nos invités. J'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir par notre ami Sami Qaïdi, qu'on retrouve, journaliste au quotidien Al-Moudjahid. Bonsoir Sami. Bonsoir, merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous aurons également avec nous Mohamed Achir, notre consultant. Mohamed, bonsoir. Bonsoir et merci. Et puis Kamal Mansari, directeur de publication Jeune Indépendant et également consultant de la télévision algérienne. Kamal, bonsoir. Bonsoir Halim. Alors, comme je le disais dans mon introduction, nous allons revenir sur cette interview accordée par le président de la République au journal français L'Opinion. Moi, ma première question est pourquoi ce choix du média français? C'est peut-être une façon voulue par le chef de l'État de s'adresser directement aux Français, Kamal? Oui, il faut d'abord, c'est une façon de faire un dialogue indirect ou un dialogue informel. Donc à travers un média qui appartient, derrière lui, il y a les hommes d'affaires qui sont les plus influents, les plus importants, qui est apolitique. A priori, apolitique, il n'est pas centré contre il n'a pas de posture idéologique qui lui est propre, donc c'est pour cela qu'il a choisi ce média. Donc on voit un peu que l'objectif d'abord, c'est d'établir un dialogue indirect avec les autorités françaises et le peuple français, y compris les Algériens, et en même temps donner des éclairages, et non pas simplement des points, mettre les points sur les i, mais c'est des éclairages sur cette tension qui perdure entre l'Algérie et la France, mais on voit à travers les formulations utilisées par le président que l'objectif de cette interview, c'est d'aller dépassionner les débats entre Alger et Paris, pour ne pas dire un début d'apaisement recherché justement par le chef de l'État à travers cet entretien. Alors messieurs, cette interview intervient dans un contexte très particulier, celui d'une crise jamais atteinte. En tout cas, on n'a jamais vu une crise aussi profonde entre les deux pays. Le président est même allé jusqu'à parler d'un climat délétère. C'est des termes très forts. Oui, certains experts disent que c'est l'une des crises les plus graves depuis notre indépendance en 1962. Effectivement, il faut rappeler que depuis juillet dernier, notre ambassadeur à Paris et à Alger, se trouve actuellement à Alger. Il n'y a plus de dialogue entre les deux capitales. Et permettez-moi de revenir quand même à cet entretien qui était extrêmement percutant du président de la République, un entretien sans concession. Et moi, j'ai envie de dire que ça s'inscrit dans une certaine culture qui a été aussi instaurée par le président de la République, car il s'adresse très régulièrement à la presse nationale par le biais d'entrevues périodiques, mais également à la presse internationale. Et je pense que cela s'inscrit aussi dans cette continuité, dans cette logique, pour aussi permettre de décrypter aussi plusieurs questions internationales. D'autant plus que cette année est connue pour être une année de tous les bouleversements sur la scène internationale. On voit bien que ces derniers mois, la scène internationale est en pleine mutation, en pleine reconfiguration. Donc je pense que cet entretien intervient dans ce moment-là et dans ce temps précis. Mohamed, le président donc a parlé de ce climat délétère et a même dit que l'Algérie perdait son temps avec le président français. Oui, justement, dans cette interview, on a remarqué qu'il y a beaucoup de messages adressés directement aux hautes autorités françaises pour d'abord clarifier un certain nombre de questions et pour même, c'est-à-dire dépasser ces polémiques inutiles et certaines accusations aussi de la part d'une partie bien connue en France, en l'occurrence. Parler d'une partie de la classe politique française. En l'occurrence, la droite et l'extrême droite. Surtout l'extrême droite. Donc, cette interview vient pour clarifier les choses et pour justement lancer ces messages. C'est des messages. Expliquer sans se justifier, c'est ça? Mais bien sûr, c'est-à-dire parce que ça prend de plus en plus de temps. Donc avec le temps, les choses vont devenir encore peut-être plus polémiques.
Mais on a vu déjà avec des réponses du ministère des Affaires étrangères aussi. C'était 2 ou 3 communiqués déjà précédents qui ont clarifié un certain nombre de choses. Et maintenant, le président de la République, donc, il a abordé toutes les questions pratiquement, surtout ces questions concernant les relations algéro-françaises, mais aussi les questions qui sont liées un peu au contexte et à l'espace, que ce soit méditerranéen et l'espace géopolitique et mondial. Donc, je pense que dans cette interview, on a c'est-à-dire souligné véritablement les positions de l'Algérie par rapport à des questions très importantes et surtout, même en termes de perspective par rapport c'est-à-dire à la géopolitique actuelle qui est en face de bouleversements importants. Très bien, on reviendra justement sur ces questions. Mais avant cela, le chef de l'État a utilisé une métaphore en disant « je maintiens le cheveu de Mouawiya ». Quelqu'un peut expliquer à ceux qui ne connaissent pas... Ça veut dire qu'il ne va pas jusqu'à l'interruption des relations. Oui. Ouais. Maintenir le cheveu de Mouawiya, c'est une expression qui est utilisée par l'émir Omeyyade, justement pour dire que je ne vais pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aller forcer le destin, mais je maintiens une part, comme si on tient la corde par le milieu, donc pour ne pas aller jusqu'à... Il lâche du lest, mais à un moment donné... Il maintient cette pression ou cette prise sur la réalité et les choses. Donc aujourd'hui, avec la France, quand on parle du question de le climat délétère, en même temps, il veut parler du fait qu'il faut éviter l'irréparable. L'irréparable, c'est la rupture des relations. Donc nous savons... Cette crise n'est pas la plus grave. On a eu par le passé des crises encore plus graves dans les années 70, notamment lorsqu'il y a eu l'attentat contre justement le consulat d'Algérie à Marseille en 1973. Donc on est face à une tendance qui revient aujourd'hui. Ceci dit, lorsqu'il parle de climat délétère et d'éviter l'irréparable et du fait qu'il perd du temps avec Macron. Attention, ce n'est pas lui qui perd le temps, c'est-à-dire qu'on perd du temps dans le mandat de Macron, c'est-à-dire à perdre du temps dans les questions périphériques et non pas essentielles. C'est-à-dire, au lieu d'aller vers l'essentiel et régler le problème qui aujourd'hui constitue le cœur de la polémique, qui sont l'immigration, qui sont la question mémorielle, et qui sont la coopération et qui sont l'affaire Boualem Sansal. Donc tous ces éléments d'actualité qui sont en train de se greffer et qui ont constitué le background de la crise sont aujourd'hui posés et auxquels répond le chef de l'État. Donc il prend point par point, c'est-à-dire pour non seulement battre en brèche tous l'argumentaire français, notamment celui de la crise droite, mais de dire en mode je vous réponds, mais attention, ne restez pas sur cette posture parce que nous allons vers l'irréparable. C'est une façon d'appeler la classe française qui gouverne et non pas celle qui s'agite. La classe qui gouverne pour leur dire voilà, je réponds à toutes vos questions, je réponds à ces polémiques, mais cessons cette polémique parce qu'on voit bien qu'il n'est pas dans l'escalade, qu'il refuse l'escalade et qui en même temps appelle d'une manière indirecte. Quand on le lit dans tous les cas, la France a la raison. Donc aujourd'hui, ce que Tebboune demande, c'est qu'on ouvre tous les dossiers et qu'on en parle, notamment celui de la mémoire, qui est un dossier qui est indiscutable pour les Algériens. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a la question, je sais que peut-être que je m'étale un peu pour mettre... Non, parce que c'est des points qui sont prévus. Oui, je sais. Donc, tous ces points-là sont importants pour que les choses se dépassionnent. Voilà. Alors, vous me tendez la perche, Kamel, puisque nous allons parler justement de ces manœuvres politiques et médiatiques qui attaquent l'Algérie directement. Et vous avez cité le cas de Boualem Sansal, et le président a dit c'est un problème pour ceux qui l'ont créé. Oui. Clairement, le président de la République, par cette expression, a voulu remettre les choses à leur place en rappelant que Boualem Sansal est avant tout un retraité algérien. C'est un citoyen qui a passé 74 ans de sa vie en qualité exclusive d'Algérien. Et il a même occupé des postes. Et qui a occupé effectivement un poste de responsabilité auprès d'un ministère. Oui. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire que
par ces propos-là, le président de la République a cassé les tentatives de récupération d'une certaine classe politique française qui, effectivement, comme vous avez pu le citer auparavant, est située à l'extrême droite. Ces revanchards de pro-colonisation, pro-organisation terroriste de l'OAS. Et j'ai envie de dire que même par ces propos, le président de la République s'inscrit dans la droite ligne de la diplomatie algérienne, c'est-à-dire une diplomatie conciliante, une diplomatie ouverte exclusivement sur le dialogue et sur le règlement pacifique des différends, quel que soit le type de différend. Donc, le problème Boualem Sansal est un faux problème. Et un faux problème monté de toutes pièces par, il faut le dire, par des officines qui n'ont qu'un objectif, c'est de porter atteinte à l'Algérie, à sa politique, aussi à son développement, qui dérange plus d'un. Il a même parlé de l'aspect humain en disant que Boualem Sansal a eu droit à un check-up médical complet et qu'il est en contact avec sa famille. Voilà, et que la procédure judiciaire, c'est une procédure judiciaire, continue dans sa logique. La justice est souveraine. S'inscrit dans un temps judiciaire tout à fait normal, et la justice algérienne est souveraine. Et par ailleurs, il faudrait dire que c'est tout à fait inadmissible que certaines parties puissent s'ingérer dans les décisions de justice de l'Algérie, qui est un pays souverain. Et par ailleurs, il faudrait rappeler que les parlements africains, arabes et le Parlement islamique a apporté son soutien à l'Algérie dans ses décisions souveraines et a rejeté, je veux dire avec force et vigueur, les tentatives du Parlement européen de s'ingérer dans nos affaires intérieures. Alors, le président a également parlé de l'autre coup politique voulu par le ministre de l'Intérieur, c'est cette affaire d'expulsion d'un influenceur algérien que même la justice française a désavoué. Tout à fait. Il y a eu déjà, j'ai parlé d'un communiqué des affaires étrangères, et le président de la République et le chef de la diplomatie algérienne. Donc, dans le communiqué, il y a eu une explication des procédures qu'il fallait respecter c'est-à-dire pour cette affaire. Et effectivement, la justice récemment désavoué en quelque sorte le ministre de l'Intérieur français, parce qu'il n'y a pas eu le respect de toutes ces procédures, et il y a eu. Donc là, on décèle en quelque sorte une manœuvre politicienne. Il voulait créer ce problème, c'est comme un peu même l'affaire de Boualem Sansal, c'est-à-dire il y a ces tentatives politiciennes pour créer des faux problèmes et pour provoquer l'Algérie aussi. C'est de la provocation. Donc c'est cette provocation que l'Algérie a déjouée avec sagesse et avec beaucoup de diplomatie. En gardant un certain sang-froid. Bien sûr, avec un sens de responsabilité. Donc tout à l'heure, c'est Kamel parlait de cette agitation de certains politiciens. Effectivement, c'est de l'agitation. Et ils n'avaient même pas ce sens de responsabilité d'hommes politiques de l'État, c'est-à-dire qu'ils doivent mesurer leurs déclarations et qu'ils doivent aussi traiter avec un pays souverain. Et une puissance de la Méditerranée aussi, l'Algérie. Donc, c'est pas avec. Il y a eu même des griefs qui ont été déjà, c'est-à-dire apportés par certains hommes politiques français par rapport, c'est-à-dire à cette légèreté politique quand on traite avec d'autres pays, c'est-à-dire avec des tweets, etc., des déclarations vides et irresponsables, des accusations. On a vu aussi par rapport à l'aide au développement, par rapport à l'histoire aussi des factures, dettes par rapport aux alors hôpitaux. Que le ministre de la Santé, je pense, il a confirmé le chiffre qui a été donné par les autorités algériennes. Très en deçà de ce que les médias font. Quelques 2,5 millions d'euros. Et puis, c'est la partie française qui n'a pas marché dans, c'est-à-dire le travail de concertation pour déterminer réellement la nature de ces factures. C'est-à-dire parce qu'il y a des commissions mixtes là-dessus. Et c'est depuis au moins 3 ans. C'est à peu près la date qui est rapportée. Et puis, c'est rien du tout. C'est-à-dire c'est pas vraiment le président de la République avait dit que les Algériens ne partiraient plus se soigner en France, mais qu'ils partiraient plutôt en Italie, en Belgique aussi. Et en Turquie. Alors, là, juste deux précisions. J'allais justement vous donner. Juste deux précisions à propos. Quand on dit que c'est un problème qui a été. Quand le président dit que l'affaire Boualem Sansal est un problème pour ceux qui l'ont créé. Oui. Sur le plan
politique, mais sur le plan juridique, il reste une affaire algérienne. Tout à fait. C'est très important de le préciser. Tout à fait. Donc nous sommes dans une affaire de politique et non pas de justice ou de droit. Oui. Okay, parce que de l'autre côté, il y a eu beaucoup d'affaires de justice qui n'ont pas été résolues de la même férocité ou intransigeance telle que le veuille le démontrer la classe politique française, en parlant d'un homme malade qui a été privé de ses soins, de sa famille, alors que c'est faux. De l'autre côté, l'information n'existe pas en France de ce qui se passe en Algérie. Le monsieur a été soigné. C'est vrai qu'aujourd'hui, il doit répondre de ces déclarations et ces propos condamnables par la loi devant la justice. Mais cette transition, parce que le temps a pris, parce qu'il devait subir du traitement médical, et ça, les Français n'en parlent pas. Pour ce qui est de la question du renvoi de l'influenceur, on voit bien que le président a parlé que Bruno Retailleau a essayé de faire un coup d'éclat politique. Donc en essayant de faire un coup d'éclat politique, c'est-à-dire pour justement enfoncer, dire que voilà, moi je suis intransigeant, je vais prendre des mesures et je vais renvoyer le premier qui se constituerait une menace, alors que le cas ne constituait pas une menace pour la France, tel que l'avait précisé le juge. Oui. Pas d'urgence absolue pour la mesure d'expulsion. A rejeté il l'a absous. Oui. Donc en même temps, c'est une humiliation. Lui, il avait dit que l'Algérie voulait humilier la France. Finalement, c'est la justice française qui a humilié Retailleau. Donc il faut mettre les choses dans leur contexte. Ouais. Donc c'est pour cela que je dis que l'affaire Sansal, conjuguée à l'affaire dans l'influenceur, donne l'impression qu'on a affaire à des médiocres. C'est très regrettable de voir comment la classe politique française, je parle bien de la droite extrémiste, qui est d'une médiocrité incontrôlable. Et quand vous avez affaire en face de vous de personnalités aussi médiocres, ils sont imprévisibles et peuvent agir d'une manière irrationnelle. Monsieur Mansavi a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement pertinent, c'est que en plus du fait que la justice française a désavoué le ministre français de l'Intérieur, elle a également retoqué finalement la décision de justice en absous. Non, elle a donné raison à l'Algérie. Voilà, tout à fait. Surtout en donnant raison à notre pays. Mais il y a aussi quelque chose qui, permettez-moi, mon cher confrère, qui m'interpelle qui m'interpelle vraiment, c'est pour la première fois que j'entends l'extrême droite française glorifier la double nationalité. C'est assez bizarre. On est là dans une opération, j'ai envie de dire, de double standard et du deux poids deux mesures qui est assez incroyable. C'est-à-dire que au final, la double nationalité est bien quand on crache sur son pays, quand on crache sur ses origines et quand on porte atteinte à la sécurité et à la stabilité de sa nation. Vous parlez de ce deux poids deux mesures. Voilà. Et là aussi, vous me tendez la perche pour parler de ces influenceurs qu'on voudrait expulser vers l'Algérie, tout en refusant l'accès aux demandes de l'Algérie d'extrader, comme cela se fait par l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne aussi, qui répondent favorablement aux demandes d'extradition formulées par l'Algérie. Et le président a même... Personnes recherchées. Oui. Bien sûr. Réclamé par la justice. Oui, par la justice, bien sûr. Et là, il parle de personnes qui ont commis des crimes économiques et même des personnes qui versent dans la subversion sur le territoire français à l'encontre de l'Algérie. Encore une fois, on est dans un deux poids deux mesures, c'est-à-dire que contrairement aux pays que vous avez cités, malheureusement la France n'a pas répondu. Voilà, donc l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, la France n'a pas répondu favorablement aux demandes algériennes d'extradition de criminels en col blanc, si je puis dire, et puis de personnes qui versent dans la subversion. Donc c'est quand même assez troublant et ça porte aussi, ça met en fait en valeur les véritables motivations de cette campagne. Et effectivement, il y a toute une désinformation qui accompagne tout cela. On peut parler d'Algerian bashing, c'est-à-dire que suffit juste de se mettre sur les médias français pour voir que quotidiennement l'Algérie est attaquée. Il y a un détail important.
La justice française est indépendante. Oui. On l'a vu comment ils ont agi avec... Tout à fait. Preuve en est, elle a désavoué. Oui, exactement. c'est-à-dire que les questions d'extradition, quand le dossier est solide, il n'y a aucun problème. Donc il faudrait rendre hommage à cette justice qui a donné raison à l'Algérie. Donc Oui. ce n'est pas simplement. Par contre, il y a ceux qui sont, pour ne pas faire tout porter sur la justice française, il y a des gens qui sont réclamés par Interpol. Oui. Donc c'est toutes les polices du monde qui doivent. C'est là où la France ne coopère pas. Ce n'est pas la justice française. Donc il faudrait ceux qui ont la fiche bleue, ce sont ces personnes-là qui doivent être récupérées par l'Algérie. C'est pour ça que l'Espagne a répondu favorablement à l'extradition de personnes qui étaient détenus, qui faisaient l'objet de mandats d'arrêt. Bien évidemment, les dossiers sont énormes, ce n'est pas dans tous les cas. Mais pour revenir à l'interview, et sur la question, il y a deux exemples, deux dossiers différents. Ceux qui portent atteinte ceux qui sont des terroristes. Là, ces terroristes, il y a eu des tractations de l'Algérie pour récupérer les terroristes. On cite le nom d'Abou Ahlam. Et ceux qui ont commis des crimes économiques, ils sont libres en France. On peut citer d'anciens caciques du pouvoir, d'anciens militaires en fuite, qui sont recherchés par la justice algérienne, réclamés avec preuve à l'appui, qui ne sont pas... Parce que la France les a toujours utilisés. La France n'utilise pas simplement le cas de Kamel Daoud ou de Sansal, mais elle a tous les atouts en ses mains. C'est-à-dire, elle essaie d'étudier pour titiller l'Algérie, faire pression sur l'Algérie, notamment sur la question... Parce que les seules choses que demande l'Algérie depuis un certain nombre d'années, c'est la question mémorielle, la réparation, le nettoyage des sites nucléaires et la reconnaissance. C'est ça, la reconnaissance des crimes coloniaux. Donc, pour rendre la riposte ou la parade à l'Algérie, elle utilise ces leviers-là, et qui sont des leviers qui n'ont même pas de consensus en France, à part au sein de l'extrême droite. Et c'est ça la gravité de la relation. C'est-à-dire, au lieu qu'on discute sur des dossiers clairs et nets, on va vers des questions périphériques, comme c'est le cas de Mme Sansal, qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. L'Algérie n'a jamais eu de problème avec Mme Sansal. Il avait des déclarations, il disait ce qu'il voulait, il rentrait comme il voulait, mais lorsqu'il s'agissait de porter atteinte à l'histoire et à l'intégrité territoriale de l'Algérie, en remettant en cause nos frontières, à ce moment-là, ça se passe dans tous les pays du monde. Imaginez un Français dire que l'Alsace ou la Corse n'est pas française. Tout à fait. Alors, Kamel va plus vite que la musique, hein, à chaque fois. Oui, mais les téléspectateurs ne savent pas ce que vous avez sur votre liste. Ouais. Mais moi, je comptais justement parler de ce dossier de la mémoire. Et le président a dit « Je ne comprends pas pourquoi on s'étonne que l'Algérie honore ses martyrs, alors que de l'autre côté, on commémore encore les soldats et les résistants tombés dans la guerre contre l'Allemagne. Il y a même des films qui sont faits sur cette résistance, alors qu'on nous interdit presque de parler de notre mémoire et de ce dossier plus précisément. Mohamed. Oui, et puis, l'Algérie indépendante est intimement liée à la défense de la mémoire de ses chouhada, de son histoire. Oui. Les deux choumarades de la qui disaient si nous venons à mourir, défendez nos mémoires. Oui. Donc, c'est un devoir pour l'Algérie indépendante. C'est-à-dire, comme disait même Gramsci, hein, si tu connais pas d'où tu viens, donc tu peux pas savoir où tu vas. Voilà, c'est ça. Donc l'histoire est très importante. Ouais. Et l'histoire de l'Algérie lui constitue un capital symbolique. On ne peut pas imaginer l'Algérie sans le mouvement national, sans l'histoire plusieurs fois millénaire. Mais aussi, on ne peut pas aussi parler de l'histoire sans citer justement les atrocités, des massacres de la colonisation française, et surtout des essais nucléaires même après l'indépendance. Donc tout ça, c'est un devoir d'abord pour l'Algérie de continuer à défendre la mémoire d'abord de nos chouhada, mais aussi de réclamer justice par rapport c'est-à-dire surtout aux essais nucléaires. Ouais. Le président On va parler justement de la décontamination, mais il y a aussi cet aspect, si vous permettez, pour aller très vite, il y a aussi ce point qu'a abordé le président de la République en parlant de la création
à son initiative de cette commission mixte pour écrire cette histoire qui nous fait encore mal et pour dépolitiser ce dossier. Voilà, il y a une volonté Il y avait vraiment cette volonté. Il a même rendu hommage à Benjamin Stora et le travail qu'il avait effectué dans ce sens. Voilà, et donc l'Algérie a voulu très rapidement gagner du temps et mettre toutes les questions aussi qui ont trait à la mémoire. Mais malheureusement, on a pu voir que cette question de la mémoire a été également instrumentalisée en France par, encore une fois, cette extrême droite, par les revanchards, par une droite aussi qui se radicalise de plus en plus en France et qui adhère de plus en plus aux visions en fait, de l'extrême droite. Moi, je veux dire qu'effectivement, comme M. Hacher l'a dit, on ne peut pas faire l'impasse de sa mémoire, de son devoir de mémoire. Et la colonisation en Algérie est unique en Afrique. C'est un des seuls pays qui a connu une colonisation de peuplement qui a duré, somme toute, plus de 132 ans. Et le chef de l'État l'avait souligné. Voilà, il l'avait d'ailleurs souligné dans son entretien pour l'opinion. Et il faut rajouter que c'est un colonialisme de peuplement où on a véritablement ramené des millions d'Européens. Et l'objectif était là, pour le coup, d'opérer un véritable remplacement. Pas des millions, des centaines de milliers. Oui, mais dont l'objectif ultime était, pour le coup, de remplacer la population algérienne, de détruire... C'est ce qu'il a dit justement, il faudrait, dans son interview, c'est qu'il y a eu cette volonté d'éradiquer. D'éradiquer tout un peuple, d'éradiquer et le remplacer par un autre. C'est-à-dire plus qu'un génocide, c'est aussi le génocide culturel. Aussi. Oui, bien sûr. La déculturation a été C'est-à-dire que la différence on peut faire une comparaison entre le colonialisme britannique. Le colonialisme britannique est un colonialisme administratif. Donc il contrôle le pouvoir, il laisse le peuple et les populations dans leur culture et on ne les touche pas à ça. Par contre, ce qui s'est passé ce que le président a souligné, c'est qu'on a été privé de notre langue, de notre culture, de nos terres et de nos richesses, et on a été confinés au statut d'esclaves. Bon, la voix de l'Algérien devant celui d'un Français ne valait rien du tout. Il fallait 10 voix d'un Algérien contre un seul Français. Et pour voyager en Algérie, il fallait obtenir un permis de voyage, tu vois. Donc c'était impossible. Donc pour revenir à la commission qui a été évoquée par le président de la République, c'est que dans le travail qui a été fait par du côté Benjamin Stora, donc les 22 propositions qu'il a soumises, là on a l'impression que c'était lui qui avait parlé de Ben Mehdi. Et pour justement la France, que fait-elle? Elle travaille au compte-gouttes avec les Algériens. On vous donne ça. Aujourd'hui, qu'elle a reconnu récemment. Oui, on reconnaît ça. Voilà, mais un travail complet, global, il n'est pas fait. C'est-à-dire, il travaille au compte-gouttes, croyant que ça va nous satisfaire. Alors que on peut pas, le colonialisme, on ne peut pas le compartimenter. Le mal qui a été fait par la France, on ne peut pas le compartimenter, ni le segmenter. L'Algérie, ce n'est pas simplement Ben Mehdi. L'Algérie, ce n'est pas 8 mai 45, et ce n'est pas le massacre de la Dahra, c'est tout le colonialisme, dans tout son aspect abject que l'Algérie réclame aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de reconnaissance. Il faut que la France reconnaisse ses crimes. Pourquoi la France ne reconnaît pas ses crimes? Parce qu'il lui renvoie l'image d'un pays qui est contraire à ce qu'il prétend être celui d'un pays des Lumières. Et c'est ça que les Français ne veulent pas. Et l'extrême droite travaille sur ça, en disant que le colonialisme a été un bienfait pour l'Algérie, notamment Saranov et d'autres qui disaient que la France a apporté la civilisation. Mais elle l'a porté pour qui? Pour les Français eux-mêmes. Les Algériens étaient soumis à quoi? Le plus chanceux des Algériens vivait à la Casbah, sinon dans des bidonvilles. Voyez-vous, donc la commission avait appliqué les 22 points. Appliquez-les, c'est tout. Alors, le président a rappelé aussi que le dossier de la contamination est indispensable pour la reprise de la coopération entre les deux pays. Alors, pour aller très vite, et peut-être pour conclure ce chapitre consacré aux relations algéro-françaises, le président a clairement dit que la balle était maintenant dans le camp de l'Élysée. Et il a même parlé de certains hommes politiques de bonne volonté, d'intellectuels. Et il a même cité Jean-Pierre Chevènement, De Villepin, Ségolène Royal, qui ont peut-être un rôle à jouer justement pour apaiser un peu cette tension qui est entre les deux pays. Oui, justement, ça c'est des voix quand même, disons,
responsables, qui ont cette responsabilité d'État d'abord, et une responsabilité politique, c'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas à la légère par rapport à des questions quand même très importantes concernant les relations algéro-françaises ou même l'État français. Donc je pense qu'il y a des voix sages quand même, et des voix critiques et même opposantes à l'égard de surtout de cette extrême droite. Parce que l'extrême droite, il fait dans l'agitation, il fait aussi dans la production de messages destinés à la consommation interne. C'est une politique politicienne en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il fait de l'Algérie un sujet. C'est parce que c'est un sujet qui peut lui rapporter, surtout dans certains électorats d'extrême droite, et bien sûr les descendants aussi de l'Ouest et les néocolonialistes, et surtout aussi la manipulation de cette immigration, quand on parle de la colonisation de peuplement, et c'est un remplacement effectivement, et actuellement c'est cette extrême droite qui parle de remplacement, du risque de remplacement. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Alors que donc aujourd'hui en France, effectivement, il y a quand même des hommes politiques qui restent toujours autonomes dans leurs idées, et qui ont la culture et la responsabilité de l'État, et d'ailleurs qui ont dénoncé même sur leur plateau un peu, c'est-à-dire cette légèreté et même, c'est-à-dire ces accusations contre l'Algérie. Donc il y a aussi des députés aussi, de certains partis politiques, notamment de la gauche, qui ont dénoncé aussi. Et qui sont curieusement boycottés par certains médias. Effectivement, parce que le contexte le président l'a même souligné. Pourquoi j'ai parlé d'un discours destiné à la consommation interne aussi, il y a la crise financière en France. Surtout. Et il y a la question du budget qui n'est pas encore voté. Et on se cache derrière les... Donc voilà. Et puis ils cherchent donc à tout coller à l'Algérie, à l'immigration. Et puis aussi ils visent bien sûr, c'est-à-dire l'image de l'Algérie. Oui, ça a été bien avant cette crise. La France a toujours utilisé ça, l'extrême droite. Éric Zemmour a fait de l'immigration, de la menace de l'islam, et de l'immigré algérien. C'est ça le jeu qu'a joué Sansal avec eux. C'est qu'il les a alimentés dans ce discours. Il leur a dit que ceux qui menacent la France, ce sont les Algériens musulmans. Donc c'est d'abord, les Algériens sont musulmans, et ils sont immigrés. Et donc, il y a deux problèmes qui se posent. La propagation de l'islam et de l'immigration clandestine. Du moment qu'il est algérien et qu'il le dit, on ne voit pas d'autres nationalités. On ne voit que l'algérien. Donc, dans cette histoire, il a joué un jeu vraiment, vraiment malsain. Et c'est ce qui a été exploité pendant des mois par... cette nationalité, naturalisation de Sansal est un cadeau. Il faut pas, on ne vous le donne jamais. Parce qu'il y a des gens qui vivent depuis des années en France et qui ont des problèmes pour justement obtenir la naturalisation. Mais toujours est-il, juste 5 minutes, c'est-à-dire dans la question du rapport entre l'Algérie et la France, il y a toujours cet empoisonnement causé par la droite extrême, mais aussi il y a une partie de la gauche, il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle est responsable historiquement de ce qui s'est produit en Algérie. Quand on parle de personnalités capables d'apporter, ce sont des personnalités indépendantes. Mais il est important que l'Élysée lui-même prenne l'initiative, change de temps ou fasse un pas. C'est-à-dire que c'est à lui de venir dans les prochains jours. Il faut attendre ça de l'Élysée et non pas de commencer par le président de la République. Oui, lui-même, parce que le ministre des Affaires étrangères est en train de dire, moi je suis prêt à venir en Algérie pour discuter de tous les sujets. Il faudrait que le président, ce n'est pas à nous de vous donner le feu vert, c'est au président français de l'envoyer, de demander avec une déclaration de ses bonnes intentions envers l'Algérie. Alors messieurs, pour aller très vite, puisqu'il y a beaucoup de points aussi à aborder, on va clore très rapidement. Une petite phrase, parce que c'est important pour rappeler cela à nos téléspectateurs, c'est qu'il y a en réalité une cristallisation. L'extrême droite n'est pas
Seul, il y a autour aussi de l'extrême droite plusieurs lobbies hostiles à l'Algérie, dont, il faut le rappeler, le lobby pro-Makhzen, pro-colonisation au Sahara occidental. Ce sera un thème qui sera abordé lors d'une émission demain, Inch'Allah. Alors, en attendant, moi je veux qu'on parle aussi de la politique internationale. Le président a rappelé les deux axes fondamentaux de cette politique étrangère. Juste un truc, mon ami Mouna m'a fait une remarque. J'avais dit dossier de la contamination au lieu de dire dossier de décontamination justement des sites nucléaires. Oui, je pense que le téléspectateur aussi l'a compris, mais il fallait le souligner tout de même. Alors, deux axes principaux pour la politique étrangère, c'est la non-ingérence et le non-alignement. Ouais. Et le président a tenu à les rappeler. C'est deux, j'ai envie de dire, deux axes fondamentaux de la politique étrangère de notre pays, et ce, on peut le dire depuis la conférence de Bandung, c'est-à-dire bien avant notre indépendance, l'Algérie s'est construite aussi autour de ces fondamentaux de non-ingérence, de dialogue, de règlement pacifique des différends, loin de toute forme d'ingérence étrangère. Et c'est ce qui ressort aussi des différentes médiations que l'Algérie fait sur la scène internationale. On a pu le voir en Libye, mais également dans d'autres pays. L'Algérie vient d'ailleurs de proposer une médiation à destination de la République démocratique du Congo, avec les derniers événements. Oui. Voilà, c'est un peu l'ADN politique de notre pays. Et il faut dire que l'Algérie n'a cessé de multiplier ses partenaires sur la scène internationale. C'est un pays profondément non aligné. Le même jour, le président de la République l'a rappelé lors de cette entrevue. L'Algérie a pu recevoir de hauts responsables américains, russes, traite avec les Italiens. Voilà. Ouais. Il y a, alors, le président a même rappelé que l'Algérie est une force stabilisatrice en Afrique. Oui. Effectivement, l'Algérie a toujours joué un rôle positif et pacifique dans les relations internationales, parce que justement dans les fondamentaux de la politique étrangère du pays, il y a effectivement ce non-alignement qui est historique aussi, depuis Bandung. Donc il y a aussi, c'est-à-dire la non-utilisation de la violence dans les relations internationales, c'est-à-dire elle privilégie toujours les moyens pacifiques, la paix, le dialogue, la discussion, pour, c'est-à-dire résoudre ou pour régler les conflits à l'international. Mais aussi, le président de la République a rappelé quelque chose de très important, et il faut le mettre en relief, c'est la non-vassalisation de l'Algérie. Oui. Il dit ça qu'on le répète même devant des puissances. C'est-à-dire il n'y a aucun pays qui peut nous dicter sa politique ou un alignement quelque part. Et là, montre bien sûr l'autonomie de la décision politique algérienne. Et c'est ce qui fait justement cette force, d'abord cette constance dans le respect de droit international aussi. Oui. C'est-à-dire, et puis, il dénonce aussi indirectement, c'est-à-dire cette politique de double standard. L'Algérie n'est pas dans ce club qui préfère un peu ce double standard dans la politique internationale ou bien dans le traitement des questions. Alors, pour répondre, Kamal, justement, et vous enchaînez si vous voulez. Alors, le président a parlé des propos de certains qui parlent d'un isolement de l'Algérie sur la scène internationale, et l'on veut pour preuve les contacts qu'il y a entre l'Algérie, les États-Unis, la Russie, les États-Unis, l'OTAN, pour dire que c'est des propos qui sont à la limite risibles. Oui, bien sûr. Bon, mais permettez-moi d'abord de rappeler un détail historique important. Le non-alignement n'est pas né à Bandung, c'était la conférence afro-asiatique. Le véritable alignement, le non-alignement a commencé à Belgrade en 1961. À l'époque, nous étions en pleine guerre de révolution. Ouais. Et pour ce qui est de le non-alignement, l'Algérie est non-alignée, mais n'est pas neutre. Attention, donc il faut bien comprendre. La nuance, il faut saisir la nuance. N'a jamais été neutre du moment qu'elle a pris des positions, y compris contre des pays qui étaient ses alliés, comme l'Indonésie, dans la question Timor-Leste. Maintenant, sur la question de l'isolement international, il suffit de voir ce qui s'est passé du 1er janvier au 31 janvier. Tout à fait. Ce qui s'est passé. La meilleure réponse pour ces gens qui parlent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait à l'ONU? Est-ce que nous étions isolés? Est-ce que personne ne nous a suivis? Depuis le 7 octobre 2023, qui sont les pays qui nous ont suivis? Qui a permis à l'Algérie, enfin, ou bien aux Palestiniens, d'intégrer en tant que membre de vote par l'Assemblée générale? 143 pays ont voté pour l'intégration, l'adhésion de la Palestine en tant que membre. Maintenant, on attend que le Conseil de sécurité l'approuve. Donc, pour la meilleure réponse, c'est de dire
voilà ce que nous avons fait. Est-ce que nous sommes isolés? L'action diplomatique algérienne, elle était active. Maintenant, si on veut parler dans le sphère géographique de l'Algérie, la Libye, on a de bons rapports avec... Bon, la Libye, ce n'est pas nous. Le problème avec le Mali, ce n'est pas nous. Donc les Maliens, s'ils ont pris un pas contre la légalité internationale, c'est leur problème, c'est eux qui sont fautifs. Également pour d'autres pays, mais on voit bien que le Niger est en bonne relation avec nous. Les Tchadiens ont demandé à ce qu'il y ait une coopération accrue avec l'Algérie. Maintenant, le Sénégal, n'en parlons pas, c'est le Burkina Faso qui bénéficie de nos aides. Ça, c'est pour dire, parce que ceux qui disent l'isolement parlent de la région. Et c'est là, et la meilleure réponse pour être clair avec tous ces gens, c'est leur dire qu'avons-nous fait au sein avant d'adhérer au Conseil de sécurité, qu'avons-nous fait en tant que pays au sein de l'ONU, au sein du Conseil de sécurité, et en plus à la tête du Conseil de sécurité. C'est là le bilan qu'il faut faire. Et là, on dira si nous sommes isolés ou pas. Tout à fait. Alors, à la question aussi concernant les relations algéro-américaines, puisqu'il s'agit des relations avec les USA, le président a rappelé que les relations avec les États-Unis d'Amérique ont toujours été très bonnes, malgré les présidents qui se sont succédés, qu'ils soient démocrates ou républicains. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une constante dans les relations algéro-américaines. Elles sont traversées par des relations stables, bonnes. Même sur le plan historique, puisqu'il rappelle que les États-Unis ont inscrit la question algérienne aux Nations Unies, en soutien à notre glorieuse révolution, celle du 1er novembre 1954. Et il faut rappeler aussi que les États-Unis sont l'un des seuls pays qui ont le nom du fondateur de l'État algérien moderne, l'Émir Abdelkader, donc El Kaider City. Et il faut rappeler que ces relations ne cessent de se renforcer entre Alger et Washington. On a pu voir aussi les nombreuses activités de l'ambassadrice des États-Unis à Alger, qui a rencontré quasiment une demi-dizaine de ministres au début du mois de janvier. L'appel téléphonique de Marco Rubio, nouveau secrétaire d'État américain, il a contacté son homologue Ahmed Attaf. C'est l'un des premiers appels téléphoniques à l'international. Il y a quelques heures, c'est chef d'état-major. Voilà, le général d'armée, donc Charles Brown, qui est le président du comité des chefs d'État, des chefs d'État interarmées américains, qui a contacté le général d'armée Saïd Chengariha il y a quelques heures. Puis aussi la visite quand même du commandant de l'Africom, donc le général d'armée l'anglais, qui il y a quelques jours est venu procéder à la signature aussi d'un accord sur le renforcement du partenariat militaire entre les deux capitales. Il y a un détail important, Samy, dans l'histoire des relations algéro-américaines. Il y a eu des moments, c'est vrai que les États-Unis, nous avons commencé notre relation, mais rappelez-vous que nous avons rompu nos relations avec les États-Unis une fois, dans les années 70, à cause de la question palestinienne. Nous avons rompu nos relations, on les a repris. Qu'on est aussi, en dépit du fait qu'on soit amis avec des pays, on a des différents de concepts, on a des différentes, notamment sur la lutte antiterroriste. Ceux qui sont considérés comme terroristes pour l'Algérie ne le sont pas, des mouvements de libération ne sont pas. Donc ce n'est pas toujours on coopère, on est partenaire, mais sur des questions politiques ou de principe, nous sommes, c'est-à-dire on a pris des positions contraire contre les États-Unis. Donc il ne faut pas croire, il ne faut pas dire, parce que là on a l'impression que nous sommes photocopies. Non, pas du tout. Donc ce n'est pas blanc et ce n'est pas noir, c'est gris. Avec les États-Unis, parfois quand les relations, nous avons une différence de politique au Sahel, on coopère avec eux, mais on n'a pas la même vision au Sahel, on n'a pas la même vision parce qu'elle est militaire pour les États-Unis, pour nous elle est économique. La question de développement en Afrique ou la question de la lutte contre le terrorisme. Donc il faudrait faire... Pour l'Algérie, le tout sécuritaire n'est absolument pas une solution. Oui, absolument. Donc il faut vraiment faire attention. Alors, je vous laisse enchaîner. Nous avons bien évidemment de bonnes relations, mais on est différents. Je vous laisse enchaîner, puisque vous parliez des États-Unis, vous parliez de la Palestine aussi. La question de la Palestine était justement aussi abordée lors de cette interview et le président a rappelé la position constante et inaliénable de l'Algérie en faveur de la Palestine. Oui, bien évidemment. Donc, quand on dit la question inaliénable, c'est la création de deux États. Deux États. Donc, des États
indépendant, c'est-à-dire, mais bon, ça reste un principe parce que nous avons toujours milité pour l'application de la résolution 181, la résolution 338, donc la 181 celle du partage, 242 du respect des frontières d'avant 67, et la 338, et le 338, celle qui concerne les réfugiés. Donc mais jusqu'à aujourd'hui, certes, ça reste une position de principe. Maintenant, le terrain, c'est autre chose. Donc, on voit ce qui se passe aujourd'hui à Gaza avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. C'est pas Trump, c'est pourtant l'administration américaine qui voudrait que aujourd'hui, Netanyahou poursuivre ses opérations et annexe la Cisjordanie. Donc, après avoir perdu à Gaza, maintenant, la politique est là. Donc, je pense que le travail futur de l'Algérie se fera sur ce chapitre-là. Mais toujours est-il, bien sûr, on a une position fondamentale qu'on n'a jamais changée. Nous sommes avec les Palestiniens. Mais il y a une nuance dans l'interview qui a été ajoutée par le président de la République, c'est celle de reconnaître l'OLP. Parce que l'OLP est l'instance représentative du peuple palestinien et de toutes les mouvances. Et l'OLP, elle a existence partout dans le monde, c'est-à-dire des bureaux. Elle était même présente aux États-Unis avant que Trump le ferme le bureau. Alors, rapidement aussi, le président est revenu sur le dossier du Sahara occidental. En parlant du Maroc, il avait dit que le Maroc a été le premier pays à vouloir porter atteinte à l'intégrité de l'Algérie, 9 mois après son indépendance. Et en parlant justement de cette question-là, il a toujours, comme il l'a toujours fait d'ailleurs, il a toujours parlé du peuple marocain en disant que c'est un peuple frère pour lequel nous ne souhaitons que le meilleur. Oui, il a rappelé aussi que le Maroc était un pays qui est expansionniste. Et des visées expansionnistes. Voilà, qui a des visées expansionnistes et qui a attaqué l'Algérie en 1963 dans une volonté de conquête territoriale. Conquête territoriale, cette guerre des sables qui a quand même, qui a entraîné la mort de 850 Algériens. On le rappelle pas souvent. Et il faut dire aussi que le Maroc et son régime tyrannique, le Marzen, sont actuellement dans une politique du pire en ayant fait alliance avec l'antitétionniste et en faisant des essais notamment et des alliances militaires pour faire passer leur agenda, leur fait accompli colonial dans la région et par le fait que tout cela passe aussi par des menaces, des intimidations. Mais l'Algérie reste toujours ouverte au dialogue et l'Algérie, c'est-à-dire qu'elle parle finalement au peuple et qu'elle ne crache pas sur l'avenir. Ouais. Il y a aussi un détail important en disant, parce que dans l'interview, c'est que le président rappelait les échecs cuisants du Maroc face à la justice internationale. Justement, la Cour internationale de justice. C'est ça. Donc, la justice européenne. Voilà. Ce sont des détails très importants. Ce n'est pas simplement l'histoire de 1903, ça on le sait, mais l'actualité aujourd'hui, c'est que le Maroc est d'une posture d'un État paria. Voilà. Si on veut parler d'un camouflé sur la scène internationale. Oui, si on veut parler d'un État isolé, c'est bien le Maroc et non pas l'Algérie. Alors, économiquement aussi, pour aller très vite, puisque c'est bientôt la fin de l'émission, on a parlé économie aussi avec un partenaire stratégique pour l'Algérie qui est l'Italie, mais aussi la Chine, Mohamed. Tout à fait. En tout cas, même dans le sillage de cette interview toujours, il y a un fil conducteur parce que qui a un peu guidé cette interview, surtout par rapport aux positions ou bien aux fondamentaux de la politique étrangère du pays, le non-alignement, la non-vassalisation, etc., et la coopération internationale. C'est-à-dire, l'Algérie, elle a une politique étrangère multilatérale. Et quand elle traite avec ses partenaires, et traite avec, d'abord, il y a de l'histoire aussi qui est... Bien sûr, c'est une variable importante à prendre en considération. Ouais. Quand on parle de la Chine, c'était le premier pays à recevoir, bien sûr, le gouvernement provisoire. Ouais. Mais là, pour parler d'aujourd'hui, on parle surtout d'investissement croissant, notamment dans le domaine de la technologie et des industries modernes. Donc, c'était important pour le président. Oui, donc il y a cette variable, c'est-à-dire l'histoire, l'amitié, etc., même avec les États-Unis d'Amérique, le traité d'amitié. Il y a une réalité économique. En 1795, donc il y a une histoire. Il y a l'amitié, il y a bien sûr des relations mutuellement bénéfiques. Après, l'économie, c'est du réalisme aussi.
Quand il parle de la Chine dans cette interview, donc il cite des éléments de mesure. Ouais. Et que les Chinois réalisent dans des délais très courts et avec des coûts très compétitifs. Voilà un choix quand même bénéfique pour l'Algérie et que la Chine maintenant aussi, et il investit dans des technologies de pointe et dans bien sûr des futures l'exploitation quand elle parle par exemple des batteries électriques. Alors, lithium. ouais. Donc elle parle de l'exploitation des ressources. Mais elle parle aussi de technologies de pointe. Sur la base de lithium par exemple. Alors, pour apporter de l'eau à son moulin. Parce qu'il a parlé vous allez apporter de l'eau à son moulin et conclure en même temps. D'accord. Lorsqu'il a parlé, le président de l'Italie, il a rappelé l'histoire. Tout à fait. L'histoire qui a commencé l'histoire. On en a parlé ici. Enrico Mattei, donc il a été le premier à vouloir aider l'Algérie dans les hydrocarbures. Il a payé de sa vie. Il a parlé des marins italiens tués à Genghen. Il a parlé du fait que c'est le seul pays qui est resté à l'Italie à travailler et resté en dépit des pressions de François Mitterrand. Donc ce sont des éléments... Avec des prêts de 13 milliards. Oui. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas ingrats. Il y a cette histoire que nous ne sommes pas des ingrats, nous reconnaissons nos amis, et c'est le même cas pour la Chine. Donc, pour revenir globalement à l'interview, c'est d'abord un message à la France pour qu'elle revoie sa position et dire que même si demain, si vous allez vers l'irréparable, nous avons la solution et les alternatives. Il y a aussi un élément très important, parce qu'on a parlé beaucoup de l'international, mais aussi le président, il dit que l'Algérie est en train de réaliser ses propres investissements. Oui. Donc il y a aussi là ses capacités d'investir. Et puis on a parlé pour conclure, 400 milliards de dollars dans un délai de 2 ans. Et il a parlé même que l'Algérie pourrait rejoindre les pays. Voilà. Pour conclure. Voilà. Donc j'ai envie de dire que l'Algérie qui est en train de rejoindre le club des pays émergents, qui est la 3e puissance économique du continent, la 2e puissance militaire également de ce continent, est droit dans ses bottes et prône le dialogue. C'est un pays non aligné et qui travaille avec toutes les personnes, mais à condition que ces derniers nous respectent. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que nous avions avec nous Kamal Mensari, directeur de publication Jeunes Indépendants, également consultant de la télévision algérienne, Mohamed Achir, notre consultant également, et puis Samir Qaïdi, journaliste au quotidien Al-Moudjahid. Merci beaucoup, messieurs. Merci à nos amis techniciens du Studio 2 et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.